quand tu veux faire un truc exceptionnel, faut être prêt à faire des choses exceptionnelles. La règle d'or, c'est le travail, ça c'est sûr. On est sans cesse à lutter contre nos émotions. T'as le droit d'être toi en fait. Et surtout, il faut que tu sois toi. Mais n'ayez pas peur de faire de la merde, surtout pas. Le track, pour moi, c'est bénéfique. J'aime bien me présenter comme un acteur physique. J'essaye de jouer le plus possible un vrai gorille. Et la vie, c'est comme une danse. Faut la prendre à bras le corps et danser avec elle. Sinon, tu deviens fou. Si tu résistes, tu deviens fou. Bienvenue sur The Actors Arc Podcast, un podcast dédié à la créativité. Un nouvel épisode chaque lundi matin à 7h. Je m'appelle Elliot Vincent, je suis un acteur mais pas que, et je serai votre hôte sur ce podcast. On aura un lancement officiel du podcast en septembre 2023, ceci est une série spéciale Festival d'Avignon, 6 épisodes, 6 invités, 6 acteurs. Aujourd'hui, notre invité c'est Jordan Topena, un acteur physique. On a parlé des liens très étroits entre le sport et l'art de l'acteur, de réapprendre à faire circuler nos émotions, ainsi que sa technique de déconstruction pour apprendre et enseigner. Bonne écoute. Unleash your creativity with the Actors Arc Podcast. Il y a un truc pour lequel je voudrais commencer avec toi, c'est parler de sport. Et je suis chaud de savoir un peu ton parcours là-dedans, où t'as commencé, d'où ça vient. Ouais, alors, même vraiment au tout début quoi. D'accord, très cool. Genre 5 ans, tu faisais du judo. Alors ouais, effectivement, moi j'ai commencé par le judo. Ouais. Putain, c'est vrai ? Ouais. En vrai, je crois qu'on a tous commencé par le judo. La blague, moi, mes parents se sont connus sur un tatami. Oh. Ouais. Donc, mes parents ont fait tous les deux du judo. Et en fait, j'ai été élevé un peu comme, par mes grands-parents, parce que mes parents travaillaient et tout. Donc, c'est mes grands-parents qui s'occupaient de moi. Et mon grand-père était très sportif. C'était un ancien boxeur. Donc, il m'a toujours cultivé cet amour du sport. Et en plus, moi, j'étais un enfant hyperactif. Ok. Genre l'enfant qui est le seul qui avait le droit dans sa classe à rester debout à côté de sa table parce que je pouvais pas m'asseoir moi. Ah ouais, trop d'énergie, trop. Donc le soir avant mes devoirs, mon grand-père il m'emmenait et il me faisait faire 1 heure et demie de sport pour me défouler parce que je pouvais pas sinon j'arrivais pas. Donc il m'a fait faire du sprint, du vélo, de la boxe, du machin. Tous les jours c'était entraînement avant d'aller faire les devoirs parce que sinon je pétais des câbles. Ok, c'était ton seul moyen de te Donc, défouler ça quoi. m'a donné vraiment l'amour du sport. Et, Quand tu commences aussitôt, en vrai, après tu peux plus d'arrêter, c'est juste ça fait partie de ton ADN quoi. C'est une drogue, hein, vraiment. Ouais. Moi, le sport, si j'en fais pas, je le sens dans mon caractère, dans mon quotidien. Je suis stressé, je tiens plus en place, je chope des angoisses, des machins. Moi, c'est vraiment ça me canalise en fait, vraiment. Mon grand-père, quand j'étais gamin, c'était un ancien prisonnier de guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et il a été longtemps avec des Américains. Et lui connaissait le foot américain, alors qu'à l'époque c'était pas trop connu, tu vois. Ouais, et lui il m'en parlait et tout, il me disait ouais et tout. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait un club à Lyon. Je me suis inscrit et j'ai surkiffé le foot américain. T'avais quel âge ? J'étais en cadet, donc j'étais en 3e. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Et je suis tombé dans le foot américain et là, c'est vraiment devenu mon sport de prédilection. J'en ai fait 18 ans. Donc, ah ouais. Ouais. Là, t'en fais encore aujourd'hui ou pas ? Non, j'ai arrêté. Parce que j'imagine que c'est traumatisant quand même comme sport. Enfin, ouais. Plus tu rentres dans ça demande une bonne prépa physique quand même, tu vois, de la muscu, des entraînements réguliers et tout. Et avec le boulot d'acteur, je pouvais plus quoi. Ouais. Puis j'en ai fait jusqu'à. Il y a un côté un peu danger aussi de se blesser aussi. Exactement. Et du coup de pouvoir bosser. Ouais. Là, c'est quand même des sports de contact à risque où tu te fais un genou, tu joues plus sur scène, quoi. Donc, je pouvais plus me permettre. Qui te nourrit, en fait, t'y as plus accès, quoi. Et en vrai, j'ai joué quand même jusqu'à 33 ans, quoi. Donc, quand même. Tu vois, j'ai quand même, beaucoup, sport, T'en as toujours fait, j'en ai toujours fait, mes études aussi, j'ai fait STAPS. Ok. Ah, t'as fait STAPS. Ah ouais, j'ai fait STAPS, moi. Ah ouais, en fait, donc c'était vraiment tout ton focus était là-dessus, quoi. Exactement. J'imagine que l'aspect aussi compétition, l'aspect team, l'aspect fight, t'as apporté des trucs. Ouais. Et en plus, honnêtement, moi, le théâtre, c'est là où j'ai retrouvé ces sensations d'avant-match, l'adrénaline qui monte, tu vois. C'est marrant parce que, j'en parlais aux élèves de l'acting. Ouais. Cette année, des élèves qui me demandaient comment tu gères le track, tu vois. Et moi je leur disais moi je viens du sport de compétition en fait, et pour moi le track c'est bénéfique en fait. Ouais. C'est l'adrénaline qui monte,
c'est ton corps qui commence à aller puiser dans des énergies plus élevées parce que du coup tu vas faire quelque chose de voilà, tu vas par exemple une sorte de tu vas arriver c'est ton carburant quoi, pic de quelque chose. Et je disais moi avant de rentrer dans un terrain de foot américain, si t'es détendu, c'est pas bon signe quoi. Tu peux pas te pointer sur un terrain tranquille. Donc c'est rassurant que de sentir ton corps qui commence à monter, ton cœur qui bat, l'énergie. Et du coup moi le track, pour moi, c'est bénéfique parce que je me dis, ça y est, mon corps monte en énergie et il va falloir que je donne plus que la normale. Parce que c'est vrai, parler devant 300, 400, 600 personnes, c'est pas naturel, en fait. Donc, t'as besoin d'un carburant. Donc, du coup, j'assimile pas ça du track, moi. J'assimile vraiment ça à de l'adrénaline, en fait. On interprète quelque chose qui se passe dans le corps. Bien sûr. L'émotion, ce n'est qu'une interprétation d'un truc qui se passe. Ouais. Et du coup, c'est toi qui décides, ok, il se passe quelque chose dans mon corps, je sens des trucs. Comment je vais l'interpréter? Comment je l'interprète? Absolument. Et ensuite, tu vas utiliser. En fait, donc, c'est un outil pour aller vers quelque chose. Et moi, j'ai vraiment une culture depuis très jeune dans le sport et tout, d'écouter mon corps. Ouais. Et on m'a toujours dit, ton corps, c'est ton meilleur ami. Donc ton corps, il va toujours faire les choses pour toi, pas contre toi. Simplement, c'est comme tu dis, si tu l'interprètes mal, si tu vas à l'encontre de ce qu'il te donne, là, tu peux te mettre dans des situations désagréables. Tu te sabotes, en fait. Le track, si tu sais que ton corps, il va te donner beaucoup plus de carburant, d'énergie, si tu luttes contre, bah, tu noies le moteur. Et là, tu te paralyses et tu sais plus où t'es, quoi. Alors que si tu l'acceptes et tu te dis, bah, normal, mon cœur, il va battre plus vite parce que j'ai besoin d'afflux sanguin dans mes muscles pour donner plus d'énergie. Tout va dans le bon sens, en fait. Je crois qu'il y a un gars qui dit, j'avais déjà entendu ce truc-là le stress, ça peut être, c'est les mêmes sensations que l'excitation. Exactement. C'est exactement les mêmes choses. Enfin, tu ressens la même chose dans ton corps. C'est juste un truc c'est l'histoire que tu te racontes. Exactement. Par rapport à si tu te bats contre, c'est mort. Ouais. Et du coup, Et du coup, moi, ces sensations-là, ça me galvanise, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être dans le vestiaire et d'aller rentrer sur le terrain quand j'arrive sur scène. Et ça, c'est un kiff. Je pense que c'est un de mes kiffs préférés de théâtre. L'avant. Quand j'entends le public qui commence à parler, je suis derrière, juste dans la loge et que tu sens que l'énergie monte et tout et let's go, quoi. Tu pars sur une ride. Ouais, je kiffe. Incroyable. Ouais, c'est fou que en fin de compte on retrouve ce genre de sensations dans l'art, dans le théâtre, alors que c'était. Moi, je vois plein de liens, parallèles entre le sport et le jeu. Ouais. T'as des exemples, des trucs qui viennent à l'esprit. Dans la préparation, dans le fait d'être là au bon moment, de travailler, de s'entraîner, de répéter, de s'entraîner et le jour J d'être présent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on connaît, t'as des gens qui sont très bons à l'entraînement et le jour du match, ils sont pas là, quoi. Potentiellement, qu'ils interprètent mal leur stress. Il y a pour plein de raisons différentes et ouais, le spectacle vivant, c'est le match, quoi. Ouais. C'est le jour J, faut être là, faut être présent, faut avoir toutes tes ressources, accomplir le travail que t'as préparé en amont et tout. C'est kiffant, quoi. Le lâcher prise. Ouais. La répétition, c'est comme en entraînement, tu répètes des mouvements pour les assimiler, pour les digérer, pour qu'ils deviennent organiques. Et que d'un coup, le jour J, boum, t'as le réflexe de le sortir naturellement. Alors en plus, moi, avec le foot américain, des phases de tactique qu'on répète, où on travaille la rythmique, où on travaille l'écoute de tout le monde, d'être les 11 ensemble au même moment et tout, moi je trouve vraiment c'est parallèle avec le jeu, quoi. Parce que faut que tu te connectes avec tous tes coéquipiers. Tu peux pas jouer tout seul. C'est au-delà juste d'une conscience de tous les jours, c'est un truc où c'est une sorte de présence que tu crées, un truc où tout le monde est là, tout le monde est. Ouais, c'est ça. Et tu sens, même si tu le vois pas, tu sens que ton pote il fait ça, il fait ci. Ouais, sentir l'ouverture sur la scène, c'est comme le terrain. Non, mais moi vraiment ça me c'est la même chose. Ça me nourrit beaucoup. Tu vois les comédiens, c'est des joueurs qui se baladent sur une scène, c'est quoi? C'est une tactique que t'as travaillé, que t'as assimilé et que d'un coup tu vas jouer, mais qui va pas se passer comme à l'entraînement parce que tu vas avoir des aléas, des trucs que t'as pas prévus, et qu'il va falloir jouer avec ça tous les jours, le répéter. Et notre principal outil, c'est notre corps. Donc si on sait pas le gérer dans l'espace, l'entretenir, le pousser dans ses retranchements et tout, c'est hyper important pour un acteur de faire du sport. La proprioception, la coordination, tout ça, c'est des choses que tu retrouves dans le jeu. Ouais. Et c'est un muscle. C'est-à-dire que plus tu le fais, plus t'es bon à le faire. Et c'est sûr que dans le jeu, t'en as besoin parce que quand tu joues des personnages, ils vont bouger différemment, ils vont faire des choses différentes. Puis il y a les 1 million de situations possibles. C'est pas toi dans la vie de tous les jours.
Donc tu vas devoir bouger différemment. Absolument. Donc si ton corps il est pas habitué Peut-être tout à l'heure on y reviendra, mais moi je bosse beaucoup sur le centre de gravité. Pour moi, gérer son centre de gravité, tu gères une rythmique de corps pour un personnage, notamment dans les jeux vidéo. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup, ça. Ouais. L'équilibre, d'un coup, tu varies ton ancrage. Donc, quand on nous demande, par exemple, de jouer des personnages qui sont totalement irréels, genre un géant de 2m40, 300 kilos de muscles. Rien à voir avec ton corps à toi. Ouais, dans la démarche, vu que l'ordinateur, il va capter ta rythmique de corps et pas juste le mouvement que tu vas faire. Du coup, tu peux pas faire semblant d'être gros parce que à l'écran, ça veut rien dire, quoi. Donc, faut vraiment travailler une rythmique naturelle et crédible, en fait. Ouais. T'es obligé de passer par un imaginaire. Un imaginaire et travailler, sur ta densité, sur ton centre de gravité, de comment il va bouger, comment il va se mouvoir et tout. Et parce que passionnant. ça, en soi, ton corps, dans l'imaginaire, il est capable de bouger comme un géant, je sais pas, n'importe quel organisme qu'on pourrait imaginer. Et ensuite, ok, comment j'adapte mon corps? Je fais une rapide interruption dans votre écoute pour vous dire que si vous aimez ce contenu, la meilleure manière de soutenir le podcast est de s'abonner à la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, Spotify, YouTube, Apple Podcast ou autre, et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux à The Actors Arc. Merci à vous, on y retourne. Parce que là, tu parlais de motion capture, du coup, le fait donc c'est un truc que t'as fait, Ouais. et que tu fais beaucoup même. Ouais, je bosse pour notamment Ubisoft. Et ouais, ça m'est arrivé effectivement de travailler sur des personnages qui sont totalement différents de moi, ma corpulence. Ouais. Et du coup, trouver dans ton corps comment tu vas bouger pour trouver la rythmique naturelle et crédible de ce personnage, en fait. Tu peux pas faire semblant à l'ordinateur parce que vraiment, avant tout, il capte vraiment une rythmique. Donc quand tu vois en plus ils te mettent les capteurs et tu vois l'écran en direct, en live, tu bouges, il bouge avec toi, en fait. Donc quand t'es pas juste, ça se voit direct à l'écran. Donc il faut vraiment trouver ce côté organique de comment ton personnage il va bouger, il va regarder, il va... Et du coup, c'est quoi ton process? Par exemple, si on te dit, ok, là, tu vas devoir faire bouger comme, je sais pas moi, comme un troll, j'en sais rien, pour World of Warcraft, c'est quoi? Tu passerais par quoi, comme les étapes? Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est passer par les animaux. Faire des liens avec des trucs qui existent déjà, quoi. Ouais. Okay. Parce que dans l'inconscient collectif, par exemple, c'est Disney qui est très fort pour ça. Disney, dans les caractères, souvent, ils prennent des animaux et ça, c'est clair pour tout le monde, en fait, à travers les cultures. Les archétypes, quoi. Les archétypes. Le roi, le pouvoir, le truc, c'est le lion, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je sais pas, le mec qui va être sournois, tout ça, c'est le serpent, tu vois, et en fait, de travailler sur des rythmiques comme ça, si je devais jouer un personnage très puissant, je pourrais commencer à travailler sur un gorille, mais vraiment, j'essaye de jouer le plus possible un vrai gorille, tu vois. Machin, je commence à marcher, je vais et petit à petit, je garde cette rythmique et je le ramène dans mon corps d'humain. Ouais. Et je garde cette prestance, tu vois. Ouais. Du torse en avant, du comment il va marcher, et du coup ça te donne un archétype de personnage. Ça c'est une base de travail des fois que j'utilise, que j'aime bien. C'est incroyable, ça ressemble beaucoup, je sais pas si tu connais un peu la méthode de Tchekhov. C'est une méthode que j'ai étudiée à Londres et qui est incroyable. Le truc principal de cette méthode, c'est le mouvement psychologique. Tu pars de quelque chose d'intense, de fort, qui correspond à, comme tu dis, un archétype qui va au-delà de la réalité de ton corps, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, tu le ramènes à quelque chose. Tu le gardes en toi, plus subtil. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un truc, par par exemple, exemple, tu connectes avec une énergie qui. Exactement. Et après, juste, tu peux jouer avec celle-là, quoi. Et ça, notamment pour les jeux vidéo, parce que il faut que tout de suite on capte le personnage. Souvent, par exemple, c'est un exercice qui est hyper intéressant quand ils me le font faire, c'est les présentations de personnages dans les menus. Ouais. Tu sais, quand tu sélectionnes tes persos, et genre ils te disent, en 3 pas, faut qu'on comprenne ce qu'il est, ce mec. Ouais. Et des fois, t'as juste un mouvement où, je me souviens pour Assassin's Creed, les persos différents. Ouais. T'as le marquis, et tu vois, en 3 pas. Juste un mouvement de corps, t'as ça, et tu fais une salutation, un machin, ou alors un mec plus un corsaire qui va arriver, un pirate, baraque, tu vois. Et ça, moi, j'utilise vachement les animaux là-dedans. Je me dis, tiens,
À quel animal il pourrait me faire penser? Je pars vraiment, comme tu dis, du truc brut, la rythmique brute d'un animal, machin. Et je fais pas semblant. Non, ouais, tu vas loin. Vraiment, je suis dans, voilà. Limite, on te prend pour info, quoi. Si je dois faire un lion, je vais faire un lion, je vais marcher, machin, et au bout d'un moment, je vais me redresser et je vais garder cette rythmique et ça m'aide, ouais. Incroyable. Mais, j'avais, à l'époque, c'était Alexandre Astier, il m'avait expliqué, j'avais trouvé ça mortel. On discutait un jour justement des animaux et tout, et il m'expliquait que dans Le Silence des agneaux, Anthony Hopkins, comme il a travaillé son personnage pour être flippant, et lui était parti sur les trucs qui font le plus peur aux gens, c'est les reptiles en fait, pour le danger, et qu'il avait inversé son regard. C'est-à-dire que c'est un film, hein. Quand tu regardes le film, tu le perçois pas parce qu'il le fait très vite, tu le perçois à peine. Mais comme il voulait travailler un méchant classe et presque gentil, et mais là, malaisant. Il y a une complexité de personnage qui fait que t'as besoin d'aller chercher. Il expliquait qu'il était allé chercher, donc chez les reptiles, la façon de regarder, c'est à l'inverse de l'humain. C'est-à-dire que si je te regarde, c'est ma tête qui tourne et mon regard qui suit pour te parler. Et lui, pour les reptiles, c'est l'inverse, c'est le regard et ça fait ça. Et ça, chez les gens, dans l'inconscient collectif, c'est le danger. Ouais, c'est quoi ça? C'est qui, il y a lui? un truc qui se passe, et en fait, il l'a intégré dans son perso. Et tu vois, voilà, ces trucs-là, moi, j'adore. C'est hyper intéressant. Ouais, ça part d'un animal ou ça part de quelque chose. En tout cas, d'un référentiel universel, quoi, collectif, qui va chez chacun réveiller quelque chose de commun, de se dire waouh. Il y a un truc qui va une pas. sensation. Voilà. Ouais, ça. Donc là, c'est la peur, mais ça peut être une sensation de puissance, une sensation Et encore une fois, là, je parle vraiment de jeux vidéo parce que c'est vraiment là, on parle d'archétype, donc ça parle tout de suite en fait quand t'as un perso. Mais tu vois, un mec vif, très vif, qui est malin, machin. Tu peux travailler sur un rat, tu vois, qui d'un coup, qui est vif, qui regarde, qui se déplace très vite, Ouais, il y en a plein en plus. Et puis, comme tu peux même mélanger les animaux aussi. Et Disney, ils sont trop forts là-dessus. Ouais. Tu regardes des dessins animés, le livre de la jungle, t'as tous les archétypes, tous les caractères des personnages, quoi. Ils ont repris quelque chose qui existait déjà et ça parle à tout le monde. Et ça marche de fou, ouais. Ça, c'est universel, le monde entier peut comprendre. Voilà. N'importe quelle langue, n'importe quelle, on s'en fout, quoi. Le cerveau, il capte avant le mouvement. Tu vois, t'as la position dans le galté, si t'es un vachi, si t'es debout, machin, ou comme tu dis, si c'est juste un truc comme ça, c'est hyper léger. Chez les animaux, c'est le langage corporel qui prime. Tu te retrouves devant un chien où le rapport de force, il comprend pas ce que tu dis, donc ça va être ou sur le son de ta voix parce que ça va être organique, mais en tout cas, c'est comment tu te positionnes en fait dans ton corps. Ouais. Et non, c'est passionnant. Et moi, j'adore. Ouais, c'est incroyable. Ça peut être, en plus, ça peut être très, comme tu dis, très subtil. Ça peut être juste, je sais pas, un truc avec les yeux ou un bout de doigt qui est un peu plus tendu plus qu'un autre. Ouais. Alors, du coup, ça se voit pas forcément dès le départ, mais sauf que cette chose-là va peut-être impacter le reste du corps parce que tu vas être un peu plus sur le devant. Et puis, même ce travail-là de centre de gravité, là, il est incroyable aussi. Ça, c'est un truc dans la méthode de Chekhov aussi qui est assez important, c'est le truc-là de le corps, rien que ton corps, s'il est placé plus vers l'avant, plus vers l'arrière, sur la droite, sur la gauche, ça change tout. Ça raconte des choses complètement différentes. Varier son ancrage sur scène, ou même, sur une scène, ou au cinéma. Ouais, ton corps, il raconte complètement autre chose. Et puis tu peux l'utiliser là, dans la pièce que je joue en ce moment, j'ai une scène où je dois jouer un mec bourré. Je travaille beaucoup sur le centre de gravité, sur rattraper son équilibre, tout. Moi j'adore ça. Ouais. Mais du coup, faut bien connaître son corps aussi. Et je trouve que c'est primordial pour un acteur. Ça passe par là en premier. C'est l'étape numéro 1 en fait. Ouais. L'étape numéro 1, c'est sûr. C'est ton outil quoi. Donc, Et du coup, ce centre de gravité, est-ce que tu t'en sers pour revenir aussi à quelque chose de neutre? Bien sûr. Tu vois. Ouais. Et puis pareil, en fonction de comment tu te vertèbres sur scène, tu dégages ta colonne d'air, tu respires mieux, tu portes ta voix ou pas. Enfin, tu peux jouer sur plein de choses sur ton. Après, c'est pareil. T'as un travail soit tu passes par l'organique, si tu connais bien ton corps, qui peut te déclencher des émotions. Ouais. Soit ça peut être l'inverse aussi. Travailler sur l'émotion et d'un coup, ton émotion va commencer à rythmer ton corps différemment. Ouais. Mais tu peux t'amuser à passer d'un côté à l'autre, quoi. Ouais, c'est ça dur, je trouve. Le truc là parce que du coup, quand tu commences par l'émotion, on les a associés à
des sensations dans le corps, mais peut-être qu'elle est différente chez toi que chez moi. Ah, bien sûr, c'est sûr. Et puis c'est ce qui est intéressant aussi. grave. C'est ce qui fera que nous, dans C'est un pas la casting, même joie. notre Ah ouais. proposition, elle sera différente, quoi. C'est pas la même excitation, c'est pas la même. Alors que c'est le même terme, mais ça a rien à voir, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve ça difficile de passer d'abord par l'émotion. Parce que du coup, ça veut dire quoi, passer par l'émotion? Tu vois, comment on peut se connecter avec une émotion, peut-être qu'on ne connaît pas parce que c'est celle du personnage. Alors que le corps, tu vois, il y a un truc où, t'as le même corps, t'as un corps qui est capable d'aller vers de sentir l'émotion comme le personnage le sent. Et du coup, passer par le mouvement, c'est peut-être un peu la seule manière Après, d'atteindre. Ça dépend parce que déjà ça dépend des gens, je pense, parce que t'as des gens qui sont très à l'aise dans leur corps, qui se connaissent très bien, comme à l'entraînement, à force d'avoir travaillé des émotions, des choses, c'est comme des tiroirs, quoi. Tu sais que quand tu vas chercher un sentiment, une colère, et encore une fois, je parle de sincérité, hein, c'est pas la colère fake, je fais pas semblant je vais chercher ça, et je sais quand je tire sur ce tiroir dans le corps, ça déclenche des choses et ça. Mais aussi à l'inverse, t'as tout ce travail aussi peut-être en amont ou à la répétition, t'as travaillé sur tes images, t'es allé chercher ce sentiment-là qui a déclenché des choses dans ton corps que t'as imprimé, la mémoire sensorielle, quoi, et que du coup en retravaillant, en retournant chercher cette émotion, tout de suite ton corps il se redéclenche. Mais pour ça, on revient à la même chose, c'est la détente aussi. J'ai remarqué, c'est comme en sport, hein. Plus t'es détendu, plus ton mouvement il est fluide, plus t'es coordonné, et c'est pareil dans le jeu. Les émotions, si d'un coup tu te crises pour aller chercher vraiment, je veux pleurer, machin. Enfin, en tout cas, moi, ça marche pas. Et c'est vraiment dans la détente, dans la respiration, où tu sens que ton émotion elle monte, et là, il faut que ça circule en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler vraiment, en fait. Enfin, alors, les acteurs, en fait, c'est ça qui est assez incroyable chez les acteurs, c'est qu'on se dit, putain, il arrive à contrôler ses émotions. Alors, oui, non, il y a un truc qu'on arrive à lâcher. à déclencher. En fait, je pense que c'est surtout à faire circuler. Ouais. C'est pas tant contrôler, c'est laisser circuler ses émotions. Laisser passer à travers Parce toi, que, quoi. en vrai, dans la vie, tu regardes, on est sans cesse à lutter contre nos émotions. Notre culture, elle fait que, ça se fait pas de pleurer devant tout le monde, ça se fait pas d'exploser de rire quand t'es dans un lieu. Enfin, et on est sans cesse depuis tout petit à réfréner nos émotions. J'ai les boules, j'ai envie de chialer, non, parce que ça se fait pas. J'ai envie d'hurler, tu peux pas. Et du coup, quand on commence à vouloir devenir acteur et tout, on nous dit c'est l'inverse. On nous dit si, il faut que tu fasses circuler. Et donc du coup, il faut exprimer ça, et c'est tout un travail de justement de lâcher prise. De lâcher prise, ouais. Je regarde quelque chose qui m'émeut normalement. Enfin, dans la nature, si on n'avait pas tous ce carcan culturel, on serait tous des bêtes d'acteurs. Ouais, hein. ouais. On arriverait, on regarde un truc qui nous touche, boum, tu pleures, t'exprimes tes émotions. Ouais. Comme les animaux, en fait. Les animaux, ils répriment pas, en fait. C'est pour ça qu'on veut que les gens vont voir du théâtre, vont voir du spectacle, parce que c'est le seul endroit où il y a un côté un peu où tu peux te cacher et kiffer le truc. Et moi, je sais que je travaille beaucoup dessus. J'essaye de pas cacher mes émotions le moins possible, d'assumer. C'est-à-dire, j'ai 44 ans, je suis un ancien joueur de foot américain et machin, et ça m'empêche pas que il y a 2 jours, mon pote, il est venu me voir jouer au théâtre avec sa fille qui est ma filleule, et quand je les ai vus, j'avais les larmes aux yeux, et ça me fait du bien. Et tu laisses partir. Et ouais. Incroyable. Parce que ça fait du bien, en fait. Il faut, ouais. Il faut. Et du coup, ça aussi, c'est notre entraînement de laisser circuler, et ça fait un bien fou, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un truc quand j'ai commencé, tu vois, aller dans une école, tu comprends qu'en fait, putain, ça marche, j'arrive pas à laisser passer le truc. Et du coup, il y a un côté où tu te forces, mais ça prend du temps de capter que, putain, en fait, il y a tellement d'émotions qui sont en moi que je laisse on les pas a sortir. tous. C'est fou. On les a tous. Et c'est pour ça aussi que la plupart des gens disent, ça fait du bien de faire du théâtre, parce que tout simplement, on leur donne juste la possibilité de s'exprimer. Enfin, voilà. Potentiellement, à travers des personnages, potentiellement, ça les aide parce que du coup, c'est peut-être pas eux tout directement. Mais oui, c'est sûr. Et on revient aussi aux notions de centrage, enfin, tu te centres sur scène et t'es réellement toi, en fait. Ouais. À travers un personnage, mais d'un coup, mais t'es le toi, le toi qui était avant toute cette, cette couche. Par exemple, souvent, quand on dit, t'es à poil sur scène, on a envie de voir toi. Et en fait,
Tu comprends que c'est pas tant de se dévoiler, c'est pas de se dévoiler, c'est simplement d'être réellement toi et de faire circuler tout ce que t'as en toi et de le donner aux gens. Ouais. Quoi que ce soit, en fait. Quoi que ce soit. Et pour le théâtre, ça peut être quelque chose de différent tous les soirs, par exemple. Par exemple, ouais. tu vois, il y a un truc parce qui que peut venir que... si t'es connecté avec ton partenaire, forcément ton partenaire lui aussi il vit en face, donc il va y avoir des choses qui vont se passer et c'est ce qu'on cherche tout le temps, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en lasse pas, c'est parce que c'est jamais, c'est infini comme truc. Absolument. C'est la détente et c'est et ouais, ça fait du bien, mais c'est pas facile. Non, c'est pas Faut facile. travailler sur soi tout le temps. Surtout dans la culture dans laquelle on vit aujourd'hui, comme tu dis, où tout est fait pour pas que tu sois toi, en fait. Non, tu t'as pas le droit d'avoir peur, t'as pas le droit de d'un coup douter, il faut que tu sois bon, faut que tu sois non en fait. Tu peux tu es tout ça et tant mieux. Et tant mieux. Et en plus chacune de ces émotions, elles ont une raison d'être. Bah ouais, c'est ta force. Donc comme on disait, pourquoi t'es stressé, parce que c'est pour te donner justement une intensité pour Exactement. un moment spécifique. Et si c'est incroyable, mais du coup ce truc là de réapprendre, en fait c'est ça qui est incroyable avec le processus de devenir comédien, c'est que tu réapprends à devenir un humain, quoi, à devenir ce qui tu es de base profondément. Un enfant de 4 ans qui joue dans une cour et qui tombe, qui pleure, qui s'énerve, tu lui enlèves son bâton, il hurle, ça circule, quoi. Il y a rien de plus hypnotisant que ça pour quelqu'un qui observe, parce que du coup il peut vivre ça à travers cette personne qui se laisse aller, quoi. Puis en plus ça donne le droit à un spectateur de le faire aussi. Bah oui. De se dire putain, en fait moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux pleurer, moi aussi je veux chialer, moi aussi je veux crier, moi aussi je veux... C'est incroyable. Ouais, absolument. En tout cas, moi, c'est pour ça que je fais ce métier. D'un coup, t'as le droit d'être toi, en fait. Et surtout, il faut que tu sois toi. Donc, parce que si tu l'es pas, en fait, pour moi, tu te fais du mal, et avec le temps, en plus, tu te ronges de l'intérieur. Il y a un côté, toutes ces émotions, elles viennent te bouffer. Pour moi, c'est pour ça qu'on tombe malade aussi, tu vois, avec le temps. Ouais. Parce que toutes ces émotions, elles ont pas eu le droit de s'exprimer, et du coup, ton corps, il réagit comment? Comme il peut, avec des problèmes, des trucs, des machins, qui font que du coup après t'étais pas bien, mais le théâtre ou l'art de l'acteur ou les acteurs permettent à n'importe qui de se connecter avec ce truc-là et de dire ok, peut-être que moi aussi je peux vivre ça, peut-être que moi aussi je peux. Et la vérité, c'est que je pense qu'on est tous des super acteurs. Faut juste qu'on arrive à lâcher prise, quoi. Mais tu prends n'importe qui dans la vie, il a un background, il a un truc intéressant, il a un corps, il a une vibration qui fait que s'il arrive à lâcher prise sur tout ça, ça devient une bête d'acteur, c'est sûr. Oui. Tu vois. En tout cas, il pourra après le désir d'aller jouer un millier de personnages, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, en nous, je suis persuadé qu'on a tous ce potentiel-là. C'est comment on accède, par contre, à notre à le côté notre essence pure de unique que toi, enfin l'énergie que tu es toi, parce que tu es unique, personne n'a vécu la vie que tu as vécue, ce mélange d'expériences, les gens que tu as rencontrés, il y a personne dans l'univers qui n'est autre qui est autre comme toi, donc du coup quand tu penses comme ça aussi tu relativises vachement les castings, en fait. Tu présentes ton travail. C'est toi, tant mieux. C'est pas toi, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est que c'est toi qui correspondait pas, tu vois. C'est ça. Faut se détendre aussi avec ça. Ça, c'est un truc qui est super dur pour les comédiens. En tout cas au début, mais du coup. Non, machin, je suis nul. Non, c'est pas que, c'est juste que ta vibration, elle est pas en cohérence. Ce qui est frustrant, c'est quand justement t'as pas réussi à t'exprimer comme tu voulais au casting. Ça, c'est chiant. Quand t'as pas réussi à sortir mais quand t'as fait un bon casting, t'as présenté ton travail et que t'es pas pris, c'est que c'est pas toi, point barre. Y a pas à se prendre la tête, quoi. Apprends à faire ça, à montrer qui tu es. Exactement. Et le reste, ça se fait pas. En fait, ça devait peux pas se le passer, maîtriser. Point. Ouais. C'est que, et puis en plus, je pense qu'il y a rien de plus horrible que d'être dans un projet où ça devait pas être toi. Évidemment. Parce que là c'est chaud. Là, c'est la merde. Là, T'es sûr que tu vas là, c'est compliqué, Surtout que c'est du théâtre, je sais pas, ou un truc long terme où tu dois te taper à jouer un truc à travailler avec des gens avec qui tu sais, où t'as pas la même énergie, tu corresponds pas. Chaud. Cafard, quoi. Ça arrive à tout le monde, hein, de se retrouver dans des situations comme ça où t'es pas, tu devrais, parce qu'il y a un côté au début où t'acceptes tout. Mais en fait, tu peux pas tout accepter non plus, parce que tu peux pas, faut vous dire, ok, est-ce que je sens qu'il y a un truc, parce que c'est ça aussi le casting, c'est pas que
c'est pas que dans un sens, ça va Ouais. c'est on oublie ça, mais c'est vrai que on doit aussi se dire ok, est-ce que je corresponds à ça? Bah ouais, un projet vaut mieux être bien dedans, surtout au théâtre quoi, parce que tu peux partir sur 1 an, 2 ans. Nous ça fait 2 ans qu'on joue Gazon Maudit. Si là l'équipe te plaît pas, si elle Ça va être long. Hein. Là à un Avignon, on dort tous ensemble, machin, c'est compliqué. Donc après c'est jamais parfait, c'est sûr, il y a toujours des tensions, il y a des trucs qui se passent. Évidemment, mais on en revient pareil. Si d'un coup t'assumes tes émotions, tu les gardes pas pour toi, et quand il y a un truc qui te saoule, tu le dis tout de suite avant de le garder, lutter contre et que ça explose à un moment où les gens s'y attendent pas. D'ailleurs, dans la relation amoureuse ou même d'amitié ou quoi, c'est hyper important aussi cette capacité à quand il se passe quelque chose, surtout pour les mecs en plus, que nous on a appris, comme tu dis, à se fermer, à rien dire, à se sentir fort. Surtout quand tu viens d'un monde un peu du sport ou quoi, alors là, c'est le pire. Moi, je me souviens, en plus, je savais parce que ça venait d'un vieux film sur le foot américain. Ouais. Et j'avais un entraîneur qui l'avait repris. Quand on se prenait une boîte et qu'on restait par terre et tout, il se penchait sur nous et il nous disait t'as mal ou t'es blessé? Parce que si t'es blessé, on appelle tout de suite le SAMU. Si t'as mal, tu te relèves vite et tu fermes ta gueule. Donc, tu vois, quand t'es là-dedans, t'es pas dans l'expression tout de suite du... Là, t'as pas le choix. Ouais. Imagine, t'es un gamin, t'as ce genre d'expérience à 10 ans. Ouais, c'est... avec ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai que dans les relations, il y a ce truc-là où il faut, comme au théâtre, avoir cette capacité à dès qu'il se passe quelque chose, de le sortir, le dire. Après, il y a le côté aussi, on a peur que ça ait un impact et une conséquence. Ça dépend de la manière dont tu le dis. Si t'attends la dernière minute où tu vas exploser et ça sera pas reçu pareil. Non. C'est comme, encore une fois, on fait le parallèle avec le jeu. C'est-à-dire que si t'es vraiment en phase avec toi-même et que t'es sincère et que tu t'exprimes une émotion, la personne, elle va la recevoir à 100% ton émotion. Et théoriquement, elle va te comprendre. Ouais, c'est sûr. Si d'un coup, tu résistes et d'un coup, ça explose et que t'envoies chier tout le monde, oui, ton message, il va pas passer pareil, quoi. Bien sûr. C'est qu'une capacité, mais du coup, c'est aussi un truc qu'on peut apprendre, qui est de dire les choses, de faire les choses quand... Et ça passe encore une fois par se connaître aussi. On en revient à notre outil de travail, c'est notre corps, c'est nos émotions, c'est... Donc du coup, faut tout le temps s'entraîner, savoir ce qui se passe en nous et l'utiliser, parce qu'après, nourrir une histoire, nourrir un personnage... T'en auras besoin dans tous les cas. T'en auras besoin dans tous les cas. Et de toute manière... comme on dit, c'est pour un acteur, il faut l'apprendre, il faut devenir très très bon à ça. Dans la vie de tous les jours, il faut aussi le faire. Donc, sans forcément devenir comme un acteur, à être capable de jouer n'importe qui, n'importe quoi, dans un million de situations différentes où là, il y a une difficulté qui est spécifique à l'acteur. Mais en soi, le travail d'un humain est le même, quoi. Bah oui. Non, mais c'est évidemment. Ouais. C'est sûr, parce que finalement, c'est quoi notre métier? C'est de raconter des histoires d'humains, en fait. Ouais. Donc, et je trouve qu'en plus, quand on est dans le lâcher prise, quand justement ça circule, tu te fais pas mal, même quand t'as des scènes où il faut que tu pleures, faut que tu vives des trucs très forts. Je trouve quand ça circule, tes émotions, même de pleurer ou une grosse colère ou je trouve que ça reste une expression. Ouais. Et quand ça circule bien, c'est pas du tout désagréable en fait. Non. Bah non. En tout cas, moi je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais quand je sais que ça circule et que d'un coup, tu vois, ton émotion elle monte, les larmes elles coulent, t'es dans la situation, t'es connecté avec ton partenaire, c'est kiffant en fait. Grave. Tu vois, tu es marié. Oui. Ta femme est aussi comédienne. Oui. Et du coup, ça fait quoi de vivre avec une comédienne? Parce que j'imagine que ça va être Non, c'est passionnant parce qu'on partage le même amour pour notre travail et on travaille pas forcément tout le temps ensemble. Mais oui, on échange les choses et puis oui, il y a des situations drôles. Moi, j'ai déjà chopé ma femme en pleine dispute, on s'engueule et là, je vois que dans le regard, elle est en train de s'analyser. Je te jure, je l'ai déjà chopé, Alex. Un jour, on s'engueulait et j'ai vu dans son regard et je fais attends, mais t'es en train de travailler là? Tu te fous de ma gueule là. Tu utilises notre putain de dispute là pour... Et je l'ai vu et elle m'a regardé. Mais bon, on est parti en fou rire et tout, mais oui. Du coup, ça a coupé le truc. Ouais. Elle était en train se dire, tiens, ah ouais, putain, on est en plein truc là, comment ça? Comment je pourrais utiliser ça dans un truc, ça peut être cool.
Putain, enfin, c'est sûr que ça va être des situations qui sont assez incroyables. Après, comme tout le monde, moi, au tout début, je voulais l'impressionner. Donc, quand je préparais des castings, j'étais stressé. Elle me faisait répéter, machin. Et puis, très vite, j'ai lâché prise. Et j'ai plus eu peur de faire de la merde devant elle. Ouais. Et bien sûr, après, ça c'est possible. parce que voilà, on se connaît, parce qu'elle me connaît par cœur, parce qu'elle sait quand je suis vraiment juste et que j'y suis ou pas. Et que du coup, ben, par exemple, quand je préparais une scène ou un casting avec elle, j'ai pas peur de me planter, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, en répète, faut faire de la merde. Parce que sinon, si t'es tout de suite bon élève, tu vas faire un truc bien, mais t'arriveras pas à faire un truc très bien. Donc, et en répétition, c'est pareil, j'ai plus ce côté, à essayer de bien faire, à être bon élève, je lâche tout. Tu bosses, quoi. Ouais. En répète. Et je fais de la merde. Ouais. Et c'est cool. pas grave, et je cherche, cool. et il y a un moment où il y a des trucs qui se passent, et C'est super dur, ça. Hein. Ouais. Parce que t'as l'impression en tant qu'acteur, t'es constamment en train de devoir performer pour des gens. Ouais, alors que, ouais, ça, ça fait quelques temps, là, je m'en fous. Ouais. Et je Trop viens bien. travailler, et voilà, et je me dis, même par respect pour mon metteur en scène, je vais lui donner tous les potards, je vais les mettre à 100%. Ouais. Donc forcément, ce sera trop, il y aura plein de trucs, mais au moins, il va voir à peu près jusqu'où je peux aller. Et après, c'est lui qui va me régler, tu vois. Bien sûr. Mais ça, c'est un conseil que je donne aussi aux élèves quand on fait des stages à l'acting. Je leur dis, s'il vous plaît, allez-y, quoi. N'ayez pas peur de vous planter en répète, parce que c'est comme ça que vous allez trouver des choses. Parce que votre metteur en scène, s'il vous connaît pas, si vous faites des trucs tout de suite bien, vous allez lui montrer 40% de votre capacité. Et lui, du coup, pour lui, il aura une marge de 0 à 40, quoi. Allez taper le 100% tout de suite, comme ça, lui, il va pouvoir se dire, ok, ce mec-là, je peux l'emmener jusque-là. Génial. Et maintenant, je vais m'amuser, quoi. Il peut gérer les potards lui-même, quoi. Ouais. Mais n'ayez pas peur de faire de la merde. Surtout pas. Ouais. Parce que ça vous empêche de trouver le truc top, quoi. Enfin, surtout quand tu commences, que tu dois tout de suite jouer un truc de fou, que ça marche, quoi. Faut que ça marche tout de suite. Mais non, c'est ouais. impossible. Faut pas être bon élève. Faut pas être bon élève. Pareil, j'avais entendu une interview d'Al Pacino. Ouais. Alors, je sais plus sur quelle scène. Je sais que c'était sur Le Parrain. Et il y avait un journaliste qui lui disait, cette scène incroyable, puis vous êtes incroyable. Et Al Pacino, d'un coup, il dit, c'est pas un service que vous rendez en disant ça. Parce que vous voyez la fin de mon travail. Donc les jeunes acteurs, ils pensent que moi j'arrive et je claque cette scène-là du premier coup. C'est pas vrai. Et il dit, moi, cette scène-là, je l'ai déjà bossé, je sais pas, il balançait, tu vois, en images, mais il disait, je l'ai peut-être fait 50 fois avec mon coach perso. J'ai fait 50 fois de la merde. Ensuite, j'ai commencé à trouver un truc. J'ai refait 20 fois à peu près, mais toujours un peu merdique. Et je suis arrivé sur le plateau et je l'ai encore refait. Donc en fait, Ouais, t'as au moins eu 100 fois, quoi. voilà, vous voyez ma 101e, quoi. Mais j'ai fait 100 fois de la merde avant. Et il disait, c'est ça qu'il faut dire aux jeunes acteurs. Si vous leur dites, regardez Al Pacino comme il travaille et c'est ça le résultat, vous leur mentez en fait. Et c'est pas un service à rendre. Et du coup, ouais. C'est vrai. L'entraînement, il faut se planter, faut essayer, faut progresser, faut chercher, sinon si vous êtes bon élève en répète, déjà ça sert à rien de faire de la répète. Puis en plus, tu fais ça même si t'es un comédien comme Al Pacino qui a 50 ballets et 50 ans de carrière, on s'en fout. Et lui, il le disait, et oui, Al Pacino fait de la merde. et c'est mortel quand on ça, c'est bah oui. Bah ça te rassure, tu te dis putain en fait évidemment que moi je travaille, je suis mes coachs et oui, je répète. Ouais, ça c'est un souci parce qu'on a mais pas que dans le domaine de l'acting hein, où on ne voit souvent que le end result la fin du truc et en fait il y a plein d'étapes avant auxquelles t'as jamais accès et surtout dans le monde des réseaux des trucs où
où tu vois en fin de compte que les trucs incroyables ou quoi, mais tu sais pas ce que font les gens derrière, tu sais pas tout ce que c'est le travail. Et en sport, c'est évidemment ça, quoi. Ouais. Parce que Là, n'importe quel athlète star qu'on adore, les Michael Jordan, les Zinedine Zidane, boss, mais comme des malades. Avant de péter la reprise de volée en finale de Champions League, le mec, il en a loupé combien? Et je pense que peu de gens, presque personne n'est capable de comprendre ce que c'est que 5, 6, 7 heures d'entraînement par jour pour arriver au bout de 6 mois, enfin n'importe quel sport, pour arriver à des niveaux aussi élevés, c'est impossible. Pour maîtriser, il faut pratiquer, il faut travailler, il faut se planter, et c'est les Michael Jordan qui font 1000 lancers francs d'affilée, tu vois, enfin voilà. Des Kobe Bryant qui se lèvent à 4h du matin et qui t'as pendant un chien. Et après il y a une sorte de mentalité aussi, il y a un truc de OK, je veux être le meilleur, je veux être the best. Qu'est-ce que ça va être un exemple aussi, du coup, on parle d'Al Pacino. Il y a une année, Alex Astiz avait fait venir Vogler à Lyon pour une masterclass. Ouais. Et il m'avait demandé d'être son assistant perso, tu vois, pendant les 4-5 jours où il était à Lyon et tout. Donc, on avait vachement sympathisé. Et j'ai eu la chance, après, de retourner aux États-Unis en vacances et d'aller... je l'avais contacté. Il m'avait dit, très cool, il m'avait dit, écoute, si tu passes à Los Angeles, dis-moi, on boit un café. Mais tu sais, je m'étais dit, bon, il dit ça, mais tu vois, voilà, comme... et j'avais balancé je lui avais envoyé un mail, on était parti avec Alexandra sur la côte ouest en vacances, et on passait par Los Angeles, et je lui avais envoyé un mail comme ça, je lui ai dit, bon, vous m'aviez dit... je sais pas, ça me ferait plaisir de vous croiser autour d'un café et tout. Et il m'avait répondu direct, il m'avait dit, bah écoute, c'est pas un café qu'on va faire, tu vas venir à la maison, on va manger et tout. Donc on avait passé la soirée, c'était hyper mais c'est bon, intéressant. Ça, raconte. C'est un mec génial. Et il m'avait raconté une anecdote incroyable. Donc sa femme est agent immobilier à Los Angeles. Je fais une rapide interruption dans votre écoute pour vous dire que si vous aimez ce contenu, la meilleure manière de soutenir le podcast est de s'abonner à la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, Spotify, YouTube, Apple Podcast ou autre, et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux à The Actors Arc. Merci à vous, on y retourne. Al Pacino prépare Insomnia et il appelle Vogler et il lui dit ouais, je cherche un appart, une maison, un truc pour à Los Angeles pour bosser tout seul. Est-ce que... Et du coup, la femme de Christopher lui dit, bah j'ai une amie qui a un grand appart dans le centre, si tu veux. Ouais, super et tout. Et il est venu 3 semaines. Et du coup, quand il rend l'appart, les gars arrivent. Et en fait, il rentre dans l'appart, il avait fait tout repeindre l'appart en noir. Mais tout, les meubles, de A à Z. Et en fait, le mec était resté 3 semaines dans le noir complet pour travailler le truc d'insomnia, tu sais, pas de variation de lumière, pas de machin et tout. Okay. Avec un mot très gentil qui remerciait, qui s'excusait pour le dérangement, avec un chèque en blanc. Ah oui, en gros, bah, vous refaites l'appart. No problème, quoi. Et merci encore de m'avoir permis de travailler, machin. J'avais trouvé ça ouf. Incroyable. Et voilà. Pareil, le boulot. Alors après, bon, là, c'est l'anecdote un peu stylée, tu sais. Puis il y a cette culture-là de la folie américaine. Ça s'appelle comment là, la technique actor studio, ça. Où tu vas le commitment à fond, les mecs qui vont. Tu deviens. C'est qui l'acteur anglais là qui fait ça tout le temps à chaque fois là? Il est incroyable ce gars. Maintenant il s'est mis à la retraite parce qu'il en pouvait plus. Il faisait un film tous les 5 ans. Ce personnage, il allait jusqu'au bout des bouts. Daniel Day-Lewis. Bah oui, voilà, ce genre de mec là. Mais ça, moi je me dis, ça fonctionne, ça marche. Enfin, je veux dire, à la fin, t'as un produit fini qui est incroyable et peut-être hors du commun, genre personne pourrait arriver à un niveau pareil presque. Tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que ça marche, que les gens sont leur curieux d'aller voir ce qui se passe, quoi. Mais après, il y a un côté où du coup peut-être que tu vas toucher à des trucs qui tu vas te faire du mal un peu. Ils vont chercher très très loin, quoi. Mais voilà, hein, c'est pareil. Quand tu veux faire un truc exceptionnel, faut être prêt à faire des choses exceptionnelles. Hein. Non, mais c'est sûr. Après, il y a cet aspect-là, ouais. Moi, je suis pas team. Je pense que tu peux faire des trucs exceptionnels sans forcément aller te faire du mal comme ce genre d'exemple. Oui, c'est une. Bah, tu connais cette anecdote aussi. Alors, putain, je suis là, c'est le roi des anecdotes. Il faut. C'est pendant le film Marathon Man. J'avais entendu dans une interview que donc Dustin Hoffman, à un moment donné,
juste avant la prise, il court dans Central Park, il court, tu sais, pour être essoufflé, machin et tout. Par le corps, quoi. Ah, donc il y a un mode acteur studio et tout, et t'as Laurence Olivier qui le regarde, tu vois. Et Dustin Hoffman lui aurait dit, ouais, moi je suis obligé et tout, mais parce que vous, sœur, comment vous pourriez jouer le côté essoufflé, machin. Et lui, il a dit, bah, moi, je suis un acteur, en fait. Bah, allez, salut. Mais très gentiment, mais très classe. Genre, non, moi, je passe pas par ces méthodes-là. Si je dois jouer l'essoufflement, je le joue, en fait. Mais ça c'est des écoles différentes. Bien sûr, hein. c'est que ça prouve, c'est que ce qui est génial, je trouve, dans l'activité d'acteur, dans cet art, c'est que, en fait, tous les arts, en vrai, je pense, mais il y a une infinité de manières de le faire. Absolument. D'arriver à ce point final qui est Et je pense qu'en plus, il n'y a pas de bonne méthode, en fait. C'est la méthode qui te convient le mieux. C'est ça. C'est comme la médecine, en fait. T'en as, et à l'acupuncture, ils sont réactifs, ça va très bien, tant mieux. L'autre, pas du tout. C'est encore une fois, il faut te connaître. On en revient toujours à la même chose. Connais ton corps, connais-toi, et après, tu sauras la méthode qui, et surtout, faut être curieux. Faut aller tester. Moi, ça m'intéresse toujours de voir des façons de travailler différentes. J'accroche pas, mais en tout cas. Pour aller choper des trucs Mais bon, en vrai, c'est la façon d'apprendre l'acting. Parce que si tu vas dans une école et qu'on te force un truc, même si tu te connectes avec ça, peut-être que tu vas perdre plein d'autres trucs auxquels tu vas jamais t'intéresser et qui pourraient te faire devenir 10 fois meilleur à un niveau. Moi, j'ai vraiment pas de problème à aller explorer des choses différentes. Alors, je sais que on a été formé pareil, nous on a été formé à l'acting et tout, donc on a une base de travail qui me convient très très bien. Et tout passe par l'action. Donc par le corps. Donc moi c'était parfait pour moi. C'est le vocabulaire basique là-bas, c'est l'action, action. Du coup c'est très cool et puis derrière voilà j'ai enchaîné avec le laboratoire de l'acteur à Paris. C'est quoi c'est dans la même lignée. Moi je trouve que c'était assez cohérent. Après c'est beaucoup du travail à la caméra, de commencer à se connaître, à voir ton emploi, à travailler, à savoir ce que tu rends à la caméra, de quel où est-ce que tu peux te placer plus dans les emplois pour les castings. Enfin, c'est assez intéressant aussi. Bien sûr. Et toutes ces formations-là m'ont vraiment aidé. Et moi, l'acting, je sais que quand je reviens en intervenant chaque année, quand j'ai la chance de temps en temps de passer une oreille et d'écouter Joël redonner ses cours, il résonne toujours encore maintenant. Quand j'entends des phrases, je lui dis, ah putain, ah ouais, d'accord. Ça résonne différemment, moi, tu vois, à force de travailler des années après. Tu vois, l'objectif actif, le chemin mental, les circonstances. Enfin, je me dis, ah ouais, ça me fait du bien de réentendre ces bases parce que ça résonne différemment. Je comprends d'autres choses. Je me dis, ah putain, ah oui, ok, c'est ça qu'elle veut dire aussi quand elle dit ça et tout. Et donc, Joël, je sais pas si elle nous regardera. Des gros bisous. Coucou, Joël. Mais ouais, non, c'est clair que ce truc-là, tu n'arrêtes jamais. Et en plus, comme toi, tu évolues en tant qu'humain avec les expériences, tu auras joué d'autres pièces, tu auras joué avec d'autres comédiens, tu auras passé par d'autres écoles, d'aller relire des bouquins, d'aller, comme tu dis, écouter des profs ou relire tes notes que tu avais il y a 10 ans, tu vas sûrement en récupérer d'autres trucs que tu n'aurais jamais pu à l'époque où tu n'avais pas encore peut-être ces levels de conscience, en fait. C'est vraiment des niveaux de conscience que tu évolues au fur et à mesure. Mais du coup, tout ça, en fait, tu t'en rends compte avec le temps. Tu peux pas sur le moment, parce que. C'est le travail d'une vie, quoi. C'est un truc qui est chiant parce que tu te dis, t'as cette frustration au début, quand tu commences, tu vois, je sais pas, 20, 25 ans, à te dire que tu voudrais que ça aille vite, tu vois, où il y a un peu le secret, tu vois. Mais il y a pas de secret, c'est juste, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et les comédiens qui sont bons à 20 ans, c'est parce qu'ils ont commencé à 10 piges. Ouais. Et puis pareil, c'est tellement, différent. La règle d'or, c'est le travail, ça c'est sûr, parce que moi je connais pas une personne autour de moi qui est réussi, qui a une belle carrière et qui bosse pas. Sans bosser, c'est pas vrai. J'ai tous les acteurs renommés que j'ai croisés sur des tournages, c'est tous des bosseurs. Enfin, j'ai pas vu un glandeur, moi. C'est impossible. Parce que même si t'es un glandeur et que t'arrives à avoir un truc, je sais pas, jeune ou quoi, par je sais quel biais, c'est que ça tient pas la longueur. C'est que peut-être t'auras un petit moment de lumière à un moment donné, mais c'est tout. Et les gars qui ont construit des carrières, alors des fois oui, les mecs, ils peuvent avoir dérapé, déjanté, d'avoir la vie star, machin. Ouais. Mais
Tu travailles un film, c'est du taf, c'est du travail. Et puis quand ils partent un peu en couille parce que c'est des stars machin, oui. en général ils vont vite se rendre compte que s'ils continuent ça va mal se passer quoi. Ouais, c'est Qu'ils clair. se perdent là-dedans et qui retrouvent jamais là où ils étaient. Ouais, c'est vrai. Ou d'autres qui se perdent et reviennent comme comme le gars qui joue Iron Man là, tu sais, lui il est passé par Downey Jr. Ouais. Et quel acteur. Ah lui il est incroyable, mais il y a des acteurs ils sont incroyables. Toi c'est qui tes acteurs un peu que tu kiffes? Je sais qu'il y a John Wayne. Tu kiffes John Wayne. Je suis au courant que tu kiffes John Wayne. Alors, comment dire, c'est pas l'acteur, parce que John Wayne, avec tout le respect que j'ai, c'est pas un acteur de folie, mais moi c'est ma Madeleine de Proust, parce que j'ai été bercé par les vieux westerns américains, notamment avec mon grand-père et mon père qui adore ce style de... Donc c'est vraiment le western avant le western spaghetti quoi. C'est vraiment le vieux western, Rio Bravo, John Wayne, Dean Martin, tous ces... Ouais, je connais pas trop tous ces vieux westerns où j'adore les acteurs. Moi, j'adore d'un coup... par exemple, moi, quand je suis devant un film et que d'un coup, l'acteur, ça joue, c'est ouf, ça me fait pleurer. Même si c'est pas triste, genre, j'ai une réaction... Ouais, parce que pleurer ne veut pas forcément dire triste. Ouais, pleurer, j'ai une juste réaction émotion, organique. Moi, je regarde un film. Tu chiales. Le mec, d'un coup, j'ai une larme qui va couler. Là, je me dis, putain, ouais, là, ça y est, il m'a défoncé. Il m'a pris et c'est Steve Carell. Steve Carell, ouais, incroyable. J'ai une admiration pour ce mec. The Office, je me le regarde régulièrement. Je pense que j'ai dû le regarder 5-6 fois en entier. De suite. Tu sais que j'ai jamais regardé The Office. Voilà. Je suis parti de cette team-là. Je sais que c'est un peu dur à rentrer dedans au début mais après, le mec, c'est un génie, quoi. Dans la saison 7, je crois que c'est l'épisode 22. Je suis le mec, c'est un geek. Non, mais cet épisode-là, il me marque parce que c'est, je peux pas spoiler, mais autour de l'épisode là, il y a un moment très fort de la série qui se passe et le mec arrive à te faire rire vraiment aux éclats. Moi, c'est dans cet épisode là, je rigole et les 2 secondes d'après, je pleure. Ok. Vraiment, il arrive à me faire hurler de rire et de pleurer en bascule sur de la comédie, sur un personnage qui est complètement barré. Et complètement hors de la vie tous les jours quoi. On ne voit pas ce genre de personne dans la... Si t'as envie de résumer The Office, c'est un enfant de 4 ans à qui on a filé les rênes d'une entreprise quoi. Et c'est à crever de rire. Le mec, c'est un enfant de 4 ans. Okay. Donc il fait des caprices, Le pitch est incroyable ouais. Enfin moi c'est comme ça que je le résume et j'adore. Mais voilà, évidemment DiCaprio, enfin tous ces acteurs là, mais en France, il y a des acteurs de ouf aussi. Là, les derniers temps, là, il y a des films qui sont sortis. J'ai bossé sur ce film-là. Ouais. L'Innocent, je sais pas si tu l'as vu. Je kiffe ce film. Je suis allé le voir. J'ai fait une cascade dessus. La scène où il est pris dans le braquage et qui flippe. Et il accélère avec la voiture, il renverse le mec. C'est moi qui passe par-dessus la voiture. Oui, je suis cagoulé. Et belle cascade par contre. Ouais, merci. Et là, moi je trouve que ce film c'est un vrai film d'acteur quoi. Et ils sont tous super. Noémie Merlan, elle a eu le César pour. Ah mais elle est incroyable cette fille. Elle est incroyable. Mais celle qui joue la mère, Anouk Grimbert, moi elle me bouleverse dans ce film. Surtout dans ce film-là, incroyable. Non, mais enfin, on a des super acteurs en France. Moi, je suis pas du tout les Américains c'est des tueurs et puis nous on fait de la merde. Pas du tout. Ce qui est dommage avec la France, c'est pas qu'on n'a pas de talent, c'est que le système est pas fait pour que ces talents soient mis en avant au mieux. Tu vois, c'est pas vers ça qu'on va. Il y a un côté un peu aussi, quand on en voit des trucs cool, on va pas prendre, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, ceux qui ont le pognon, en gros, qui prennent des décisions, ils vont pas te dire, ok, on va prendre le risque d'aller mettre ces gens-là en avant, tu vois. C'est un peu genre toujours les mêmes, ok, il y a un côté sécure avec ces personnages. Donc, je peux entendre. Après, regarde les États-Unis, nous, je suis ultra fan évidemment, le Joker, Dark Knight, enfin tous les mecs qui pètent des perfs de malades. Ça fait pas, c'est la quantité de choses qui est créée, elle est énorme.
énorme. Tom Hardy. Mais voilà, je veux dire, les mecs, c'est combien les Américains? Je sais pas, mais ils sont dans les 380 millions, non? Ils sont beaucoup plus. 400, Bah oui, je sais c'est plus. sûr. Je veux dire, nous, on reçoit aussi que la crème. Bah oui. Atlantique, on reçoit que la Non, crème bien des sûr. films. Il y a toutes les dopes qu'on ne voit pas. Et C'est ouais, sûr. faut se dire que nous, on est aussi Non, un mais je suis petit d'accord avec pays. Et en vrai, regarde, sur un pays aussi nombreux, c'est aussi des grosses têtes d'affiche, c'est un peu les mêmes qu'on revoit. Hein. Ouais. Quand tu vois en proportion le nombre de gens, le nombre d'acteurs qu'on voit Grave. dans les films, c'est Grave. toujours un peu les mêmes, c'est un peu la même chose. C'est un peu similaire, ouais. Et j'avais eu une super discussion hyper intéressante avec Guillaume Gallienne Mhm. sur un tournage sur Kaamelott. Un soir, on discutait et moi, je suis très fan. Je trouve que d'un point de vue technique, c'est un acteur, c'est un Stradivarius, le mec. Je l'ai vu travailler, c'est incroyable. Et j'adorais son émission sur France Inter. Ça peut pas faire de mal. Je sais pas si il le fait plus maintenant. Je connais pas. Mais c'était le samedi après-midi, il lisait des livres, Ok. des extraits de livres. Et du coup, moi, ça m'a donné envie de lire des romans et tout. J'adorais. Et du coup, je le croise sur le tournage des set caméras. et je suis comme un dingue, tu vois, on discute Ouais. et tout. Et on parle d'un truc hyper intéressant. On disait, c'est vrai que, par exemple, les Américains, la justesse, tu sais, les Français, c'est pas toujours juste. Et en fait, il me dit, ouais, mais si tu regardes la langue, nous, on a une richesse dans la langue, sur la langue française, c'est que l'accent tonique, on peut le mettre où on veut. Et il C'est me vrai. disait, Ça aura toujours par du exemple, sens, lui, ouais. à la Comédie Française, il a travaillé avec plein de metteurs en scène étrangers et tout. Les étrangers leur disaient, putain, mais vous, les Français, vous avez une telle liberté dans le texte, parce que vous pouvez le mettre où vous voulez, l'accent tonique, et du coup, ça donne des variations, marrant, ça. Ouais. des choses très différentes. Alors que les Anglais, il me disait, tu t'arrêtes quelqu'un dans la rue, tu lui fais lire un vers de Shakespeare, il va te le mettre dedans tout de suite parce qu'il a la rythmique Ah ouais, c'est déjà incorporé dans leur langue. dans la langue. Un Français, tu l'arrêtes, tu lui fais lire un alexandrin, il va pas être juste du premier coup. En revanche, on a beaucoup plus, enfin, c'est De ce qu'il me liberté. disait, on a beaucoup plus de liberté dans la recherche pour travailler l'alexandrin, pour aller chercher et j'ai trouvé ça hyper intéressant, quoi. Moi qui suis allé à Londres pendant longtemps, je suis plus juste facilement en anglais Ouais, parce que j'ai pris justement leur truc de c'est déjà l'accent là. tonique, tu sais où tu le mets. Mais ouais, En puis italien, c'est pareil, tu vois. c'est-à-dire que c'est hyper facile de trouver la justesse. Ouais, les dans- Français. Et du coup, c'est pour ça qu'au début, je me disais, ah, c'est bien, j'aime bien jouer en anglais, je joue qu'en anglais maintenant. Pas me faire chier que le français. Je sais plus comment on appelle ça. C'est un iambic pentameter. Ouais, voilà, Ça s'appelle comme ça. c'est ça. C'est Eh ben, en gros, ça fait, en gros, c'est une sorte de vague, ça fait. Voilà. Et donc, du coup, c'est en 10. c'est déjà, et puis quand ils te parlent en fait, tu te rends compte que tout le monde parle avec ça. c'est ça. Les Anglais, quels que soient les accents qu'ils ont ou quoi, cette chose-là existe. C'est pour ça qu'ils sont aussi, on a l'impression que nous, les Français, quand on voit les Anglais, on a l'impression qu'ils sont too much, c'est. Ouais. Alors que non, Donc, c'est juste ouais, comme c'est ça. leur façon. Des- Et tu vois, il me disait, du coup, travailler un alexandrin, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Parce Bah que ouais. du coup, on n'a pas là tout de suite le T'es obligé rythme. de trouver. Ouais. Mais chose que des acteurs, comme tu disais à l'époque de Audiard, étaient experts dans le fait de trouver une rythmique. Qui les envoie et des- direct comme une flèche. Ouais. Ouais, moi, j'adore. Ouais, ça, C'est passionnant. on a perdu un peu quand même, ce truc-là, je trouve, avec les acteurs d'aujourd'hui, parce que ça fait plus partie vraiment de notre. Et puis on a perdu aussi à l'époque, il y avait des dialoguistes. Hein. Il y en a plus maintenant. Ah. À l'époque, Audiard, quand il a commencé, il était dialoguiste. C'était un métier. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fait que écrire des Des dialogues. dialogues. Ok. Et ça, on l'a perdu, ce corps de métier. Maintenant, c'est Non, que le t'écris, scénariste. voilà. Ouais. Mais le dialoguiste, Donc, tu écris l'histoire et en plus les dialogues. Alors que les dialogues, c'est en fait c'est hyper important. ah ben, ouais. C'est d'ailleurs souvent, il y a un truc où les acteurs réécrivent leurs dialogues parce que c'est mal écrit. Bah, c'est le problème, c'est que t'as des gens aussi qui écrivent mais qui ont jamais joué. Et donc, du coup, c'est très beau sur la feuille, mais à jouer, c'est très compliqué, quoi. T'as des tournures de phrases, tu fais, wow, dans la vie, ça, personne ne le dit, en fait. Comment je dis ça, moi? Donc, ouais, c'est différent, mais non, mais je trouve que quand même, on a un très beau cinéma en France. J'ai vu le film de Michalik, Edmond? Edmond. Ok, ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Ouais. J'ai pas vu la pièce en revanche, qui est apparemment est superbe. Alexandra l'a vue. Moi, j'ai vu que le film. Ouais. Mais ouais. Et moi, je trouvais que le film, je me suis dit, putain,
en fait, on est capable de faire des trucs de fou en France aussi. Enfin, ce film-là, j'ai vraiment kiffé. Ouais, Je trouve qu'il a vraiment fait un taf de fou à plein de niveaux, que ce soit dans l'écriture, dans la réalisation. Et du coup, là, je me suis dit, oh, putain, je vais commencer à regarder un peu ce qu'on fait en France. Et c'est vrai que depuis, je me suis dit, en fait, non, on a quand même plein de trucs cool, quoi. Rien que L'Innocent, le film il est grave cool. J'allais citer Las Bestias. Alors pour le coup, c'est un Espagnol qui l'a fait, mais c'est avec 2 acteurs français. Las Bestias. Las Bestias, tu l'as pas vu. Regarde-le. Ok. En termes de jeu. Bon, et toi, ce côté duo. Parce qu'en vrai, il y a cette pièce plein phare. Tu bosses, t'as bossé dessus pendant des années avec un mec qui s'appelle Jonathan Chiche, qui est un très bon acteur, un grand acteur lyonnais. Qui habite à Paris maintenant. Qui habite à Paris maintenant, oui. Bien sûr. Donc il vient de Lyon, mais habite à Paris, ouais. Alors lui, on a commencé ensemble à l'école. Ouais. Et on a tellement commencé ensemble que je me rappelle le premier jour de l'acting, moi je flippais, c'était le cours était à 8h, j'arrive à 7h30, et il y a un autre mec à 7h30 qui est devant la porte. C'est Jonathan Chiche. Et on se rencontre et ça colle et Joël nous met sur tous les duos de pièces. Ok, donc ça commençait déjà à l'école, avant même on a commencé tout de suite, et puis après on est pris sur Kaamelott en duo aussi. Bien sûr. Dans la saison 6, et puis là, à la sortie de l'école, on demande à Jacques Chambon, qui joue Merlin, on lui demande avec un petit tiramisu un soir, comme 2 cons dans son canapé, je me rappelle, on avait amené un tiramisu, on a mangé chez lui, et on lui a dit, ouais Jacques, on aimerait bien te demander un truc, est-ce que tu pourrais nous écrire une pièce, parce que là on sort de l'école, on n'a rien, et trop on cool. Kiffe ton écriture, et il nous a regardé, il nous a dit, ouais, je vais y réfléchir, revenez dans 3 mois, et dans 3 mois il nous a filé plein phare, et on la tourne depuis 15 ans. Putain. Incroyable. Merci Jaco. Mais du coup, travailler en duo comme ça, enfin, forcément, il faut qu'il y ait un truc qui se connecte, il y a un truc qui fonctionne. Ouais, c'est des énergies complémentaires, et du coup, c'est un kiff, quoi. Ouais. Le fait mais pour travailler avec quelqu'un aussi longtemps, d'avoir envie, faut quand même, c'est de l'amour presque. C'est de l'amour, on a failli se battre 30 000 fois. Ah ouais. Oui, mais c'est aussi ça. Dans la pièce, on peut pas se piffrer. Ah, ok. Parce qu'on est très différents. Ok. Je vais vous le pitcher. En fait, c'est l'histoire du dernier gardien de phare breton. Ok. Et le soir, un soir de tempête, il apprend par courrier que le phare va être automatisé, qu'il est viré. Et c'est un mec, c'est un ermite, quoi. Il a vécu toute sa vie dans ce phare. Il est déconnecté du monde. Et on lui demande juste d'accueillir le technicien chargé des travaux. Et puis salut, quoi, dégagé. Et ce soir-là, il décide de se suicider. Et du coup, au moment où il va se pendre, moi, je débarque en trombe. Et en fait, je suis un businessman perdu en planche à voile. Et on va être bloqués 3 jours dans la tempête tous les deux. Moi, je délocalise, j'en ai rien à foutre. Et c'est la rencontre de deux mondes très très différents, opposés, de couches sociales, de vision du monde totalement différents. Et au début, je le prends pour un con, et petit à petit, je vais aussi devenir le con de l'autre. Ouais. Et c'est génial, quoi. Et du coup, ces 2 énergies qui se rentrent dedans et tout, forcément, dans la vie, on a ça aussi. Ouais. Donc, mais plus un peu comme 2 frères, quoi. C'est ça. Ouais. On s'adore, et du coup, comme on se connaît très très bien, on peut pas se la faire à l'envers. Donc, dès qu'il y en a un ou l'autre qui essaye de filocher, ça passe pas. Mais on a passé ce cap de on n'arrive même plus à s'en vouloir, en fait. Des fois, on s'engueule, on se rend même plus compte. Ouais. C'est très drôle. On arrive dans un théâtre, on commence à régler les lumières, puis on commence à gueuler, on est à 2 doigts de savater, puis la seconde d'après, on va se manger une pizza. Enfin, c'est très drôle. Et je crois qu'en plus, on cultive un peu ça, on aime bien ça. Et du coup, le fait d'avoir joué autant avec quelqu'un et de le connaître, tu vois, on parlait de ce truc-là, d'être unique, et forcément, un acteur, quand il bosse avec des nouvelles personnes, il se doit d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, leur approche. Et du coup, d'en arriver à un point où tu connais tellement quelqu'un. Ça, c'est cool parce que, par exemple, moi, j'aime bien découvrir son travail quand, en ce moment, on travaille sur des trucs différents. Et, du coup, on se connaît tellement que, tu vois, on peut se débriefer, honnêtement et sincèrement. Ouais. Comme lui, quand il vient me voir, sur ma pièce, il connaît mes ressorts, il sait quand
je me repose sur les trucs que je sais faire et quand tu vois, je me mets un peu en danger. Et moi, pareil pour lui, donc c'est intéressant, tu vois. C'est des relations qui sont on va se la faire à l'envers. Quand je sais pas, plein phare, on a dû la jouer plus de 300 fois. Ouais, c'est énorme. Du coup, on se connaît par cœur, quoi. Donc, quand je le vois à l'écran ou quand lui, il me voit... tu sais exactement ce qu'il a fait. On se connaît, on sait, voilà. On arrive encore à se surprendre, sur scène. C'est ça, je me disais, est-ce que vous arrivez parfois à vous surprendre? Est-ce qu'il y a des moments où il fait un truc? Bien sûr, sinon on arrêterait, quoi. Ouais. Les possibilités de jeu sont illimitées, donc en tous les cas, il y a toujours un moyen. C'est d'ailleurs par là qu'on crée l'excitation d'avoir envie de jouer, d'avoir joué encore et encore une pièce. C'est ça, ou une pièce ou avec quelqu'un. En plus, avec l'âge, tu vois, c'est pareil, nos personnages, ils évoluent avec nous. Bah oui. En plus, grave. Donc, on a vous vous rapprochez peut-être plus de l'âge des personnages. Exactement. Donc, la pièce évolue aussi. Non, c'est hyper intéressant. Je fais une rapide interruption dans votre écoute pour vous dire que si vous aimez ce contenu, la meilleure manière de soutenir le podcast est de s'abonner à la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, Spotify, YouTube, Apple Podcast ou autre, et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux à The Actors Arc. Merci à vous, on y retourne. Et toi, du coup, c'est quoi un peu ton approche de l'enseignement? Depuis le temps que tu le fais, j'imagine que ta technique elle s'est développée. Ouais, donc du coup, moi, je suis prof de cascade à l'acting. Parce qu'on en a pas parlé, je fais de la cascade aussi. Parce que tu es quand même, comédien à 1000%, cascadeur aussi à 1000%. Moi, ma méthode, je veux comprendre pour faire. Faut que je comprenne pour faire. Donc, pour une chorégraphie de combat, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur. Quand j'ai fait STAB, j'ai fait des cours de biomécanique. Je travaille sur le centre de gravité. Quand je vois un combat ou quand j'essaie, j'ai besoin de le comprendre, le ressentir dans le corps et de le faire. Il y a pas tout le monde qui est comme ça. Il y en a qui sont plus sur le ressenti et tout. Sakir, par exemple. Qui fait de la cascade avec moi, qui est un athlète exceptionnel de haut niveau, en taekwondo et tout. Lui, c'est le ressenti. Lui, il voit, il fait. Il a pas besoin de comprendre. Son corps, il est tellement aiguisé et tout. Et on en parle souvent, nos approches différentes. Moi, j'ai besoin de comprendre. Donc, moi, dans mon enseignement, je passe beaucoup par ces notions-là de pourquoi ton équilibre, pourquoi tu perds l'équilibre sur un combat quand la vitesse s'accélère, pourquoi, comme ça. Je pars du principe que les élèves, s'ils comprennent, ils peuvent refaire et ils peuvent aussi se corriger ensuite. Moi, j'ai envie que quand ils regardent une scène de combat dans un film, qu'ils arrivent à le comprendre mécaniquement et biomécaniquement pour se dire « Ah putain, ouais, le centre de gravité, il est comme ça, son transfert de poids, il est là. Ok, d'accord. » Et donc, du coup, quand tu l'essayes, comme tu l'as compris, normalement, tu peux te corriger et tu peux le retravailler. Donc voilà, c'est ma méthode. Enfin, moi, mon approche, c'est ça. C'est vraiment, tu décortiques chaque étape. Ouais, de comprendre ton corps, de savoir pourquoi. Tu mets des mots dessus, Voilà, pour quand tu donnes un coup de poing, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? T'as un transfert de poids, t'as des appuis. Comment tu gères ton équilibre et tout. Et comme ça, aussi dans la sécurité, tu gères ta sécurité parce que à un moment donné, ton centre de gravité, s'il se décale et qu'il passe ton appui, tu perds l'équilibre. Tu contrôles plus ton équilibre. Donc, faut en être conscient parce que comme ça, c'est... Quand t'es en face d'une classe ou d'élèves qui sont au niveau 0, si tu les accompagnes étape par étape. On y va doucement, on découvre ensemble où ils en sont dans le... Parce qu'en plus, moi j'enseigne la cascade scénique et tout ça, mais à des acteurs, pas à des cascadeurs. Donc les gars ne maîtrisent pas tous des arts martiaux. Donc c'est intéressant, moi j'adore ça. J'adore travailler avec des acteurs qui commence et puis ça peut c'est pas forcément, on fait pas des trucs de malade oui, parce que c'est pas le but de les faire devenir cascadeurs, mais par contre simplement déjà d'avoir de pouvoir intégrer des contraintes physiques et de la cascade sur scène, rien que de tomber de sa hauteur sur scène sans se faire mal. C'est intéressant parce que tu peux l'utiliser dans un Shakespeare, un empoisonnement, de boire, de lire ton texte, de commencer à perdre pied, tu perds l'équilibre, ton corps vacille et tu tombes, un lâcher prise complet, ça se travaille, ça. Bien sûr. Donc tu passes aussi par, tu utilises la cascade, mais en fait, même si eux se disent ok, on fait de la cascade, non, on fait plus que de la cascade. Oui, dans le jeu, c'est un coup de poignard sur une scène de shakespearienne, ça joue, une mort, ça se joue dans le regard, dans le la vie qui part dans le regard, ce qui s'éteint doucement, les muscles qui se détendent. Exactement, j'adore. Et du coup, par exemple, tomber de sa hauteur, un lâcher prise, vraiment, un évanouissement, un truc comme ça, faut vraiment où tu contrôles pas, ton corps ne contrôle plus rien et qui tombe. C'est pas facile à choper sans se faire mal.
C'est sûr. Donc voilà, c'est des notions comme ça qu'on travaille. Puis évidemment des bastons, des chorégraphies de combat, mais à leur niveau, tu vois. Et petit à petit, on avance et tout. Puis il y a Sakir qui leur apprend à l'année à combattre. Et j'adore, c'est passionnant. Moi, j'adore travailler avec des acteurs. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est pas pareil que d'être dans un. Tu rajoutes une dimension d'émotion, de parce psychologie. Que je suis acteur aussi, moi, bah coup, oui, toi tu c'est fais ça les deux. qui m'intéresse. Acteur, cascadeur. C'est pas juste cascadeur ou peut-être les cascadeurs seront beaucoup plus dans un rapport technique. Exactement. Ouais, où c'est. En plus, t'as des écoles top maintenant. Ouais. T'as des grosses écoles en France. C'est top. Ils ont un niveau de ouf et tout. C'est hyper carré. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'amener de la cascade. Tu lis les deux, quoi. Ouais, tu fais le lien. Simplement un coup de poing sur scène, c'est pas facile. Ouais. En plein jeu. Nous, on joue avec Paul Valli dans Gazon Maudit et on a une baston et c'est génial parce qu'on joue dedans. Il y a le dialogue, il y a l'état, et puis ouais, ce que je disais, mettre un coup de poing sur scène, c'est pas facile parce que au cinéma, t'as un axe, t'as une caméra, donc tu peux tricher l'axe, c'est plus facile. Là, on joue dans une 230 places avec une ouverture de scène qui fait 10 mètres. Donc là, on a autant d'axes de caméra que de public. Donc dans ton coup de poing, c'est en mouvement. Ça rend la difficulté bien pour que tout le monde ait à manger la même chose. C'est ça. Il faut que donc c'est passionnant. Le travail est encore plus précis, quoi. Exactement. Il faut prendre en compte la dimension de la scène, l'espace, chaque regard, où ça se place, tac tac tac. Donc tu sais exactement, il y a peut-être un point sur scène où tu sais que ça va marcher pour tout le monde. C'est ça. Il faut le trouver, quoi. Il faut le trouver, puis il faut réussir, tout ça, on travaille beaucoup en mouvement, tu vois, en rotation sur un coup de poing, plutôt que statique, parce que du coup, si tu fais statique, t'as un tiers ça marche, et les deux autres tiers ça marche plus du tout, quoi. J'ai vu une photo où tu fais de la cascade, où tu prends une bagnole en pleine, bah du coup, il y a ce truc-là sur l'innocent où tu le faisais. C'est celle-là, non? Bah, c'est celle-là. Bah, voilà. Tu vois, je l'ai pas vu là, j'ai vu autre part, mais c'est celle-là. Okay, cette photo est incroyable. Bah, à quel moment tu peux te dire, enfin, tu vois, à quel moment tu peux accepter psychologiquement dans ta tête que tu vas te prendre une bagnole en pleine Alors, face. Pour le coup, en plus, celui qui conduit, c'est Franck Zatni. Ouais. Et il y avait Paul ce jour-là et Adrien Murgida. Ouais. On avait, et en fait, c'était, on avait fait ça pour, une présentation, au laboratoire de l'acteur, pardon. Ouais. Et c'était une vidéo où je devais parler un peu de moi et du coup j'avais dit ce serait cool que je parle de Skatka, notre chaîne de cascade, et on se disait tiens comment on pourrait présenter Skatka, et je dis le plus drôle ce serait t'as la caméra qui me suit, je suis en train de lui dire venez avec moi, je vais vous présenter Skatka, ça parle de, et au moment où je vais pour expliquer de quoi ça parle, je me fais renverser par la voiture et terminé, sortie de champ. Tu as de confiance dans la cascade, c'est hyper important, non? Ouais. Parce que constamment en train de bosser. C'est pareil, c'est du travail, ça se règle la cascade. C'est pas, moi je suis pas du tout casse-cou, hein. Moi je suis pas là pour me faire mal, donc moi j'ai appris la cascade avec Stéphane Margot qui est hyper pro, qui prépare, qui est hyper méticuleux. Ce qui veut dire que quand il te dit vas-y, t'y vas parce que t'as toute confiance. Donc je suis pas du tout dans ce truc de je m'en fous, j'y vais et puis on verra bien. Non, on a travaillé. Tout est millimétré, quoi. Au moment où elle arrive, je sens la voiture arriver, je prends ma petite impulse. Je saute pas parce que sinon on me voit sauter. Je prends juste mon impulse pour que je lève le pied et que ça me fauche, quoi. Parce que même à 20 km/h, une voiture, c'est 1 tonne et quelques. À 20 km/h, tu fais le ratio de puissance, tu prends et tu te fais, il suffit que ça tape au mauvais endroit où... Moi, j'aime bien me présenter comme un acteur physique. Okay. Je suis capable de faire mes cascades jusqu'à un certain point. T'es le gars qui fait le lien entre les acteurs et les cascadeurs, quoi. Voilà. Je peux jusqu'à un certain point faire mes propres cascades. Tu sais aussi que c'est intéressant pour des réals sur plein de trucs où ils disent tiens, c'est cool parce que je peux te garder, je coupe pas et je te double pas, quoi. Sur une percute de bagnole, une chute d'escalier ou une baston, encore une fois avec toute l'humilité que ça, parce que j'ai des potes dans la cascade qui sont extrêmement forts et encore une fois qui font que ça, qui s'entraînent, qui sont spécialistes. Ouais, bien sûr. Donc oui, il y a des choses qui font que je fais pas. Juste, ça dépend, en toute humilité, tu vois. De ce qu'il y a à faire, quoi. Mais voilà, sur un film d'action, il y a certaines choses, du coup, je suis content parce que je peux les faire moi-même. Donc c'est cool. Et aussi, tu peux potentiellement accompagner les acteurs dans le fait de créer de la cascade sur du théâtre, sur du film. Ouais. Ce qui est aussi, je pense, cool. Parce que du coup, tu sais
peut-être contrairement à un cascadeur, tu connais les deux côtés, quoi. Ouais, c'est intéressant, oui, tu Donc, peux faire le lien. J'ai travaillé, au théâtre et puis sur des projets de films, de faire le lien entre le jeu et l'action, quoi. L'action, ouais. Du coup, c'est intéressant, ouais. Puis les films d'action, c'est quand même c'est un monde, hein, aujourd'hui. Et je trouve de plus en plus, non, regarde avec les John Wick, là. Bah ouais. Ces films-là, ils sont Puis incroyables. le niveau français, il est ouf en cascade. Ouais. Sur le putain, John j'ai Wick vu, 4, c'est des Français. Le dernier James Bond, le régleur, il est français. Ils sont excellents aussi dans Balle perdue. oui, c'est ça, Balle perdue. Balle perdue, c'est Manu Lanzi, ouais. l'équipe de Manu Lanzi que j'ai interviewé, Sur bosse ce- avec Alban ouais. Lenoir, que j'ai interviewé sur ce 4K. Ils sont géniaux, ces mecs, en combat, et les cascades sont ouf. Et d'ailleurs, Balle perdue, ça a cartonné sur Netflix, même aux Ouais. États-Unis, hein. Il y a le dernier qui est sorti là avec Alban Lenoir. AK, très mortel. Incroyable. Mais ce AK, film. encore, voilà, par exemple, Incroyable. Alban, c'est un acteur. Ouais. Et du Bah, coup, j'avoue, dans ouais. les combats, tu vois comment On est sur un gars qui Emmanuel fait un peu Lanzi comme ça, quoi. qui en Ouais. parle dans l'interview que j'ai fait avec lui. Il fait le lien. Alban, il joue il interprète aussi les coups, tu vois, il t'amène tout le plus d'un acteur Ouais. sur une scène d'action. c'est ça. C'est génial. Ouais. C'est top. Parce que c'est ça. En fait, en général, du coup, enfin, ce genre de personnes comme toi ou Alban Lenoir ou ce genre de gars qui sont capables de faire les deux, on va pouvoir filmer des scènes d'action en y ajoutant Bah oui. de l'interprétation. Alors que c'est pas forcément le cas quand t'as que Ça, des cascades où tu triches un peu, Exactement, quoi. ça c'est par exemple un exercice que j'aime bien faire à l'acting avec les élèves. C'est on travaille une petite chorégraphie de combat, tu vois, très technique, très machin. Et après, je l'intègre dans une scène de jeu. Ouais. Et du coup, l'exercice c'est tu rentres avec ton personnage, t'as ton texte, tu joues la scène, tu joues la chorégraphie de combat et tu continues la scène un petit peu. Et on voit si tu arrives à garder ton personnage Tout le long. dans le combat. Ouais. Ça, c'est un truc, c'est marrant. Tu vois, tu parlais de quand t'es en couple et tout. Ça, c'est un truc, c'est une idée qu'Alexandra m'a donnée. Ouais. Ma femme m'a donnée en me disant, je réfléchissais sur mon cours et d'un coup, elle me dit, tiens, ce serait marrant que tu travailles Que tu mixes les deux, quoi. cet Enfin, vraiment exercice que- et ouais. de voir s'ils arrivent à garder la rythmique de leur personnage dans le combat. Et je me dis, putain, ouais, j'ai commencé à travailler là-dessus et tout, et c'est génial. C'est une super idée, ça. Parce que là, c'est la une vraie super différence. Parce que Ouais. des fois, on voit un cascadeur, d'un coup, tu sais, t'as le personnage, machin, et puis d'un coup, le personnage, il se met à combattre de ouf et tout. Et tu te dis, mais c'est pas la rythmique. C'est vrai. Alors, t'as des cascadeurs qui sont géniaux et qui arrivent à évidemment garder la rythmique de l'acteur, et c'est un travail, hein. Mais de temps en temps, des fois, tu vois, dans des Bien films, sûr. tu dis, Ouais. putain, le mec, d'un coup, c'est ceinture noire Bien de. sûr. Et tu peux pas tout montrer parce que si tu Ouais. montres trop, tu vois très vite que c'est pas le même gars. Et je trouve que c'est intéressant, ça. Ouais. Chose que, par exemple, très intéressant, je les pense. John Wick, c'est vachement bien parce qu'il est toujours tout pété. Keanu Reeves, au bout d'un moment, il combat et c'est dur à regarder ça. Et pour le cascadeur qui le double, c'est vachement dur d'intégrer toutes ces contraintes physiques, la rythmique de Keanu Reeves, de comment il va combattre à moitié cramé, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant ça. Ouais, Et ça, ça, je trouve que pour un acteur, c'est vachement bien. Garder la rythmique de ton perso, l'évolution de ton perso, où il en est dans la scène, et qu'il faut qu'il combatte avec ça. Parce que tu rajoutes cette dimension hyper technique où en plus t'es un peu dans un truc de tu triches puisque c'est souvent c'est fait ou Bah oui. tu vas pas vraiment te taper, tu vas pas vraiment, mais en même temps tu dois être dans un truc de jeu. Maîtriser toutes les contraintes techniques et à la fois avoir ce lâcher prise, Ouais. de détente dans ton jeu pour pouvoir exprimer ton personnage, quoi. Ouais. Exprimer toutes tes capacités d'acteur dans ton personnage, dans la chorégraphie de combat. Et ça, c'est un truc que je trouve intéressant pour des jeunes acteurs. Il y a une phrase que j'ai entendue sur mon interview de toi où tu dis s'adapter, réfléchir et créer. S'adapter, réfléchir et créer. Ok. Ouais. Qu'est-ce que ça te... en tout cas, que tu penses que c'est... Par exemple, c'est exactement là, on pourrait l'appliquer à ce qu'on vient de dire. Ouais. T'as une chorégraphie, tu dois travailler sur une chorégraphie. T'as toujours des contraintes. T'as les contraintes de lieu, contraintes de temps,
la contrainte du personnel que tu vas avoir, c'est-à-dire est-ce que c'est un acteur physique, est-ce que ça l'est pas, est-ce que c'est un acteur qui va être doublé au bout d'un moment, et tout ça, si tu veux travailler là-dessus, faut s'adapter aux contraintes, réfléchir à comment tu vas créer le produit final, et c'est pareil en jeu aussi. Parce que t'as toujours des contraintes. Ça aussi, faut arrêter de croire que l'acteur, il arrive, c'est génial. Il y a toujours des contraintes de plateau sur le cinéma, où d'un coup, tu vas voir le perchman qui doit se positionner ici et tu dois arriver très détendu, alors que il faut éviter le mec en arrivant. Moi, ça m'est arrivé. T'as les contraintes de temps, où d'un coup, ah putain, ça y est, il y a les nuages qui arrivent, on va pas être raccord en lumière, donc boum, ce que tu pensais faire en 4 heures, il va falloir le sortir en 20 minutes. C'est toujours des contraintes, mais toutes ces contraintes-là, si tu t'adaptes, ça t'aide dans la création. Tu trouves une solution, quoi. Trouver une solution à ouais, et puis même, c'est dans la contrainte que naît la création. Donc, faut toujours s'adapter. Faut dire, ok, je prends. Et alors, en spectacle vivant, c'est encore pire. Au théâtre, t'as toujours des emmerdes. Tu vois, la régie, c'est du spectacle vivant. Donc, ton technicien, des fois, il va avoir des pannes de son, ou peut-être que ton téléphone qui devait sonner à ce moment-là, il va peut-être pas sonner tout de suite. Donc, il va falloir... Tu changes de jeu, que tu joues, que tu fasses quelque chose. Ouais, mais comme dans la vie, en fait. Bien sûr, ouais. Notre vie, elle est ponctuée de contraintes, parce que tu te lèves le matin, t'as prévu ta journée, et elle se déroule jamais exactement comme t'as prévu. Donc, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, tu crées, tu réfléchis et tu crées. Et je trouve que c'est vraiment ça, notre métier. Moi, ça m'a parlé beaucoup quand t'as dit ça, donc je me suis dit, non, c'est quelque chose qui est... Je me rappelle plus du tout quand est-ce que je l'ai dit et à quel... Je crois que ça vient du podcast que t'as fait il y a quelques mois. Ok. C'est parti podcast. Ouais. D'accord. Oui, 507 heures. Ouais. Ah bah ouais, c'est très bonne équipe, très sympa aussi. Ah bah peut-être, ok, c'est là, je me souviens. Tu vois, tu dis des trucs des fois. Ouais, mais oui, je trouve que c'est vraiment ça. C'est toujours à s'adapter. Une autre phrase qu'on peut aussi, enfin moi, que je m'applique à ma vie en général, c'est ma grand-mère qui me l'avait toujours dit. Elle m'a dit, la vie, c'est comme une danse. Faut la prendre à bras le corps et danser avec elle. Sinon, tu deviens fou. Si tu résistes, tu deviens fou. Incroyable. Et je trouve que c'est... vrai. Enfin, il n'y a pas plus vrai. Ouais. Merci d'avoir écouté The Actors Arc Podcast, en espérant que l'inspiration pointe le bout de son nez. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de libérer votre créativité. À lundi prochain. Unleash your creativity with The Actors Arc Podcast.